Moi, Dantin, je le vois beaucoup comme un passeur culturel, comme un des premiers passeurs culturels entre la culture américaine et surtout la culture livresque américaine et la culture québécoise ou canadienne-française de son temps. Il correspondait avec tout le monde, hein, avec des longues lettres, très très belle main d'écriture, hein, Dantin. C'est un plaisir, c'est un très grand styliste. Il a une belle plume au niveau de la graphie, mais pas uniquement. Au niveau de la maîtrise de la langue est extraordinaire chez Dantin. Donc il y a un plaisir de la lecture et d'essayer de cerner le personnage derrière. J'ai pas l'impression que je le connais encore tout à fait. C'est un personnage, une personne fuyante, parce que c'est un de ses traits de personnalité, d'avoir caché ses traces un peu, entre autres par l'utilisation de nombreux pseudonymes. Dantin avait écrit qu'il aimait être lanceur des mérites incompris, donc lanceur de Néligan, ça c'est certain, il a eu un rôle fondamental avec sa préface. Avec Marie Lefranc aussi. Et je crois qu'il en est venu à prendre conscience de ce rôle-là et à établir des principes. Louis Dantin est un personnage singulier en ce sens qu'il est devenu, à la suite ou même en compétition un peu avec Camille Roy, le critique littéraire le plus écouté durant les années 1927-28 jusqu'à la fin des années 30. Mais c'est singulier parce que Camille Roy était bien sûr, lui, au Québec et à Québec, mais Dantin était à Boston parce qu'il s'est volontairement exilé, disons ça comme ça, en 1903, après avoir quitté les Pères du Très Saint-Sacrement. Il était un prêtre défroqué, essentiellement. Il est parti du Québec en tant que... Enfin, il avait été le révérend père Sears. Donc, voilà. Et quand on défroquait au début du 20e siècle, ça donnait plutôt mauvaise réputation. Ce n'était pas très bien vu du tout. Et donc, il s'était essentiellement caché, en quelque sorte, d'autant plus que sa famille était furieuse contre lui et voulait qu'il reste aux États-Unis parce qu'il voyait ça comme le déshonneur de la famille. Le véritable nom de notre personnage, c'est Eugène Sears, qui est né en 1865. Il est entré chez les Pères du Très Saint-Sacrement et il est resté chez les Pères en Belgique longtemps, trop longtemps à son avis d'ailleurs, puisque à peine entré, il avait, pour ainsi dire, perdu la foi, ou en tout cas trouvé que la foi telle qu'elle se vivait et se pratiquait n'était qu'une série de rationalisations sans intérêt pour lui. Eugène Sears était manifestement un élève extrêmement brillant. D'une part, en raison peut-être de son état de santé fragile, il avait fait sa prémédication à la maison. Et quand il a commencé son cours classique, il l'a commencé en syntaxe, c'est-à-dire en deuxième année du cours classique. Et il était déjà parmi les autres le plus jeune de 2 ans et l'un des plus, voire le plus brillant de sa classe. Il souhaite devenir un prêtre et c'est devant ce souhait que son père, Alexandre Sears, est plus ou moins heureux ou satisfait. Alexandre Sears est un juge qui va devenir d'ailleurs un des juges importants au Québec, voire le doyen de tous les juges à une certaine époque. Et peut-être aurait-il aimé que son fils suive ses pas, ses traces, pour le distraire de ses velléités religieuses. Il lui suggère d'aller se promener en vacances en Europe. De voyage en voyage, il rencontre d'ailleurs un de ses confrères qui était entré chez les Pères du Très Saint-Sacrement et qui l'invite en Belgique, à la Maison des Pères, qui l'invite donc à venir assister à une retraite fermée. Et en rendant visite au monastère du Très Saint-Sacrement à Bruxelles, il a eu une expérience mystique et il est entré dans la communauté des Pères du Saint-Sacrement, donc à 17 ans, essentiellement, par un coup de tête, finalement, quoique il était éduqué par les Sulpiciens et tout ça, donc il était peut-être un peu préparé. Alors, ce que son père souhaitait,
C'est un échec lamentable parce que finalement, c'est en Belgique qu'il entre en dedans de quelques jours, après la retraite, chez les Pères du Très-Saint-Sacrement. À partir de là, il devient, chez les Pères, une de leurs âmes et intelligence d'élite. On lui donne des responsabilités très, très jeunes parce qu'on se rend compte de toutes ses capacités, de son potentiel. Et il va faire un doctorat à Rome. Et son doctorat est tellement bon qu'il fait partie de ceux qui le présentent au pape lui-même. Il dit que là, déjà, il avait commencé à perdre la foi à cause de l'éducation scolastique qu'on donnait à Rome. Mais la communauté comprend et ils arrêtent là, donc il fait ses vœux. C'est un personnage, notre Louis Dantin, qui parle plusieurs langues. On lui confie le soin des novices, qui sont à peine plus âgés que lui. Et peu après ça, il devient le supérieur de la communauté à Paris. Donc pour un Québécois, un jeune Québécois qui part en Europe, à 28 ans, il était déjà le supérieur de la communauté à Paris. Seulement, à Bruxelles, il avait rencontré une jeune fille qui était la sœur d'un de ses novices et il est tombé amoureux de cette jeune fille qui était mineure. Il décide qu'il va quitter la communauté. Et la communauté n'a pas aimé ça du tout. Et finalement, il y avait une communauté qui avait été construite à Montréal entre-temps, en partie avec l'argent du père de Dantin. Et donc, on a construit une communauté des Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal. Alors, ils ont envoyé le supérieur de la communauté à Montréal, à Bruxelles, pour convaincre Dantin de rentrer au Canada et de ne pas partir avec la jeune fille, etc. Donc, on a réussi à le convaincre dans la mesure où le père Estevant a réussi à l'embarquer dans un bateau, mais sans qu'on s'en aperçoive, Dantin a réussi à s'échapper du bateau. Il est retourné à Bruxelles et le père Estevant est rentré au Canada tout seul, à Montréal. Mais Dantin, quelques jours plus tard, ou peut-être une semaine plus tard, est rentré lui aussi à Montréal. Donc il est venu et on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette semaine-là. Moi, je crois qu'en fait, il est rentré dans la famille et que la jeune fille, qui n'avait que 15 ans à l'époque, était un peu hésitante. Son premier grand amour, c'est Charlotte, une jeune Belge qu'on l'a obligée à quitter. Et au fond, ni elle ni lui ne s'en sont jamais vraiment remis, je pense. Louis Dantin, naturellement, va connaître d'autres femmes, là, mais assez souvent, justement, il y a une fin abrupte. Et comme c'était quelqu'un, je pense, d'extrêmement sensible, d'extrêmement humain, bien, c'est toujours vécu de façon très, très douloureuse. Dantin, on le retrouve souvent anéanti, justement, par des ruptures amoureuses comme celle-là. Et Dantin, qui aime bien la paix,
a décidé de rentrer au monastère à Montréal, d'après ce qu'il dit, avec l'entente qu'il ne pratiquerait pas. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'occuper d'imprimerie. Il s'est occupé d'imprimer la nouvelle revue des Pères du Très Saint-Sacrement, le Petit Messager du Très Saint-Sacrement, imprimerie qui était un petit peu à l'écart du couvent, de la communauté. Et c'est à ce moment-là que, ayant connu un peu Nelligan, il s'est intéressé à lui et a commencé à vouloir éditer quelques-uns de ses poèmes. Il a donc fait clandestinement, ou à peu près, une première publication qu'on connaît assez peu, en 1900, Franche d'Autel, qu'il a publiée donc sur les presses de l'imprimerie des Pères du Très Saint-Sacrement, là où il imprimait le Petit Messager. Dans Franche d'Autel, il réunit des poèmes de quelques personnes. Et c'est à ce moment-là qu'il utilise le pseudonyme de Louis Dantin. Pourquoi? Sans doute qu'on ne trouvera jamais de raison explicite. En tout cas, dans sa correspondance, il ne le dit jamais vraiment clairement. Mais ce qui est clair, c'est que toute cette question de clandestinité, du fait qu'un prêtre publie un peu en cachette, mais aussi parce qu'on n'en voit pas de mention, sans aucune mention d'imprimatur de l'évêque, parce que tout prêtre qui publiait quelque chose devait avoir la mention de l'imprimatur de l'évêque. Tout ça fait sans doute en sorte que le recours à un pseudonyme apparaissait particulièrement opportun. Et c'est sous le pseudonyme de Louis Dantin qu'il va aussi signer, dans le journal Les Débats, en 1902, qu'il va signer une série d'articles sur Émile Nelligan qui deviendront, ces articles-là, la préface du livre Émile Nelligan et son œuvre, qu'il commencera à imprimer, éditer en 1903. Alors tout ça se fait sous le nom de Louis Dantin, qui au début d'ailleurs a certainement mystifié. C'est clair que certaines personnes se demandaient qui était ce Louis Dantin. Dans sa vie bostonnaise, particulièrement entre 1903 et 1920, Dantin ne publie rien. Donc on ne trouve aucun pseudonyme, mais son pseudonyme devient véritablement, et il est connu de tous à ce moment-là, son nom de plume. Louis Dantin, à partir de son retour à la critique littéraire en 1920, avec un article dans la Revue moderne. Alors, pour la suite des choses, tout, c'est-à-dire ses articles de critique, environ 400, ses ouvrages littéraires, poèmes, contes, et même sa correspondance, est signé Louis Dantin, c'est véritablement son nom de plume. Louis Dantin, c'est quelqu'un qui s'en va vivre aux États-Unis, exil forcé de Montréal à partir de 1903. Il est en train de mettre sur les presses les poésies d'Émile Nelligan, rien de moins. Il a ça entre les mains, puis il doit laisser ça, imaginez-vous, pour s'en aller à Boston. Mais il ne suit pas du tout, en cela, le parcours de quantité de Canadiens français qui vont s'en aller travailler dans les filatures de coton en Nouvelle-Angleterre à partir de la fin du 19e siècle. Bon, à peu près tout le monde, les familles québécoises ont un mononcle des États. Et ça, c'est une réalité historique, sociologique très importante où beaucoup de Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, sont allés vivre et travailler à Nashua, au New Hampshire, Lowell, Massachusetts, la famille de Kerouac, c'est ça. Pour moi, Dantin s'inscrivait vraiment dans ce phénomène-là. On sait que les allers-retours étaient assez nombreux entre le Québec et les États-Unis. Les gens qui quittaient le Québec, assez souvent, revenaient aussi au Québec, soit pour des vacances, soit pour rencontrer la famille. Dans certains cas, ils revenaient habiter au Québec avant de retourner aux États-Unis. C'est moins un exode qu'une période de va-et-vient
entre le Québec et les États-Unis. Dantin, lui, il appartient pas à cette vague-là. C'est pas un franco-américain dans ce sens-là. Et ce qui l'amène aux États-Unis, c'est complètement autre chose. C'est un parcours personnel. Et il va, et c'est un lettré, hein, c'est quelqu'un qui a déjà des lettres, des études, qui écrit et qui va donc devoir travailler pour gagner sa vie, mais qui a besoin de continuer ses activités littéraires. Ça fait partie de qui il est. J'aurais pas vu Louis Dantin dans un Petit Canada, parce que le Petit Canada incarnait justement le Québec qu'il avait fui, hein, le Québec qui vivait sous la férule de l'Église, des interdits, des préceptes moraux, toutes choses que Dantin, au fond, détestait profondément. Et les années 1900, de 1903 à 1910, ont été des années très difficiles pour lui. Entre 1903 et 1910, on n'a aucune trace de ce qu'a fait Louis Dantin à Boston, ou presque rien. On ne sait pas vraiment ce qu'il a fait à Boston pendant ces années-là. Il devait essayer de aussi gagner sa croûte. Il était typographe. Il y a eu des petits boulots à Boston dans les premières années où il a vécu là, qui était, bon, il travaillait 6 jours par semaine. La première fois qu'il est entré en contact avec un de ses compatriotes était en 1909. Il a écrit une lettre à Germain Beaulieu, qui était le président de l'École littéraire de Montréal et le directeur d'une revue qui venait de paraître, qui s'appelait Le Terroir. Donc c'est une revue de l'École littéraire de Montréal qui a duré 1 an. Et c'était quand même un événement à l'époque, parce que ce n'était pas tous les jours qu'on fondait une revue littéraire au Québec, au début du siècle. Donc Dantin a écrit parce qu'il voulait un numéro de la revue pour voir. Il avait lu que ça existait dans la presse. Et en même temps, il demandait, il a dit qu'il a vu le nom de Nelligan dans la liste des membres de l'école, et il se demandait si Nelligan était revenu à la vie intellectuelle. Donc c'était essentiellement ces 2 questions-là qu'il posait à Germain Beaulieu. Il s'est pris vraiment d'amitié pour Beaulieu. Alors c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette correspondance, c'est que ces hommes vont devenir des amis pendant toute leur vie. Okay? Et donc c'est assez extraordinaire à voir se dérouler. Alors ça, c'est en 1909. C'est une lettre que Dantin a écrite lors de sa visite à Montréal, quand il a rencontré son père et qu'il avait espéré en fait faire la paix et avoir la bénédiction de son père, et que ça s'est très mal tourné parce que son père voulait absolument d'abord qu'il quitte sa femme, Clotilde. Et il devait voir Germain Beaulieu après la visite, mais finalement, il lui écrit plutôt cette lettre. Et en lui disant « Je vous écris le cœur navré, j'ai eu une scène terrible avec mon père et je crains que mon voyage, bien loin d'avoir réussi, ait brisé le dernier lien qui me rattachait à ma famille. On m'a sommé, etc. » Donc il raconte la rencontre, et ce qui est intéressant, c'est que on voit les traces des larmes de Dantin sur la lettre pendant qu'il écrivait à son ami, donc Germain Beaulieu.
par sa correspondance, il est devenu un véritable mentor des lettres québécoises de l'époque, surtout avec les jeunes auteurs, que ce soit autant Robert Choquette, Jovette Bernier et d'autres, il est devenu leur mentor. Ce qui veut dire qu'ils entretenaient des correspondances autour de leur œuvre, de leurs idées littéraires, parfois de leurs idées politiques. Plusieurs lui envoyaient des manuscrits que Dantin annotait avec soin, qu'il leur retournait. Beaucoup d'écrivains au Québec vont soumettre leurs manuscrits à Dantin. Il va faire des commentaires, des corrections, va les renvoyer, ensuite il va faire des comptes rendus, etc. Donc il devient une sorte de professeur de création littéraire au Québec. Les jeunes auteurs entrent en contact avec lui, c'est la bienveillance, c'est la proximité, il noue une amitié. Donc vraiment pas du tout, il ne parle pas du tout du haut de sa chair comme pourrait le faire Camille Roy. On avait le maître d'un côté avec Camille Roy et on avait le maître ami avec Louis Dantin. Cette nuance-là est très importante. C'est Michel Lacroix qui nomme Louis Dantin comme étant le maître ami parce que, certes, il avait une autorité qui reposait sur différents éléments. La préface à Néligan opère encore beaucoup chez les jeunes auteurs. Ils ont lu Néligan, ils ont lu la préface et avoir le mentorat de Dantin, c'est un peu s'inscrire à la suite de Néligan dans son sillage. D'avoir le sceau consécrateur du préfaceur de Néligan, donc c'est très fort pour eux. Mais l'autorité de Dantin repose aussi sur sa vaste connaissance, ses écrits en témoignent. C'est un érudit, Dantin. Quand on regarde, par exemple, la correspondance qu'il échange avec Rosaire Dion-Lévesque, on est quand même frappé de l'écart qui existe entre le style de Dantin et le style de Rosaire Dion-Lévesque, qui est encore à parfaire. Simone Routier va être extrêmement fière de faire signer la préface d'un de ses recueils de poésie, ceux qui seront aimés par Dantin, ce prêtre déserteur. Donc, c'est assurément, être le mentoré de Dantin, c'est assurément un gage de liberté. Et c'est quelqu'un qui connaissait remarquablement bien la poésie de son époque. Et il a aidé beaucoup. Cette grande culture, et il l'a mise aussi au profit des écrivains avec qui il entretenait une correspondance, qu'il s'agisse d'Alfred Desrochers ou de ces femmes écrivains qu'on trouve à l'époque. Donc, il a mis sa très grande culture livresque au service de toute une nouvelle génération d'écrivains qui émerge à partir des années 1930. C'était un cercle de personnes vraiment intéressantes qui étaient... c'est la période qu'on a appelée celle de la première modernité dans les lettres québécoises, puis on voit que c'est pas pour rien. Il y avait vraiment un dynamisme, y compris un dynamisme dans l'écriture au féminin. Donc, beaucoup de femmes poètes très importantes pour l'époque, qui vont signer notamment des romans dans la collection des romans de la jeune génération d'Albert Lévesque, qui vont créer la polémique, qui vont faire scandale, mais on pourrait dire que ce qui les unit, c'est le désir fondamental d'écrire une littérature qui n'avait jamais été écrite auparavant. Un peu se sortir des sillons qui avaient été tracés précédemment, tout ce qui était le terroirisme, de revendiquer leur liberté d'expression, liberté d'inspiration. Et je crois que c'est en cela que Dantin, pour eux, c'était le mentor tout désigné. Il ne voulait pas faire la leçon à personne. C'est pas un donneur de leçons, Dantin. S'il y a quelque chose qu'il n'est pas, c'est ça. Mais il aime ça quand il sent qu'il y a une espèce de complicité qui s'installe avec quelqu'un, un correspondant, un interlocuteur. Là, il peut se livrer un peu. C'est là qu'il établit des principes que si les gens viennent me poser des questions, me demander conseil sur leurs manuscrits, bien, je vais être franc, sincère et en fait, lui, il est mu par son désir d'aider. On le voit dans ses critiques publiques, dans les journaux, critiques extrêmement bienveillantes. Et puis, il espère seulement encourager les jeunes auteurs plus que les brimer ou couper leurs ailes, comme il l'écrira.
Alors, Desrochers s'adresse à lui parce qu'il il reconnaît les qualités de critique littéraire de Dantin et veut un bon lecteur de ses premiers poèmes, hein, qui est des poèmes qui vont par la suite être à l'ombre de l'Orford, rien de moins. Hein. Et il les soumet à Dantin, qui est un bon lecteur, qui lui fait des commentaires critiques très, très serrés, que Desrochers accepte, que Desrochers prend à son compte. Mais assez rapidement, dans cette correspondance-là, c'est Dantin qui dit à Desrochers, « Ben moi aussi j'en ai des œuvres dans mes cartons et peut-être que je pourrais vous faire lire telle œuvre ancienne de ma plume. » Et c'est comme ça qu'il va envoyer à Desrochers certains de ses poèmes que Desrochers va imprimer à titre gracieux sur les presses de la Tribune où il travaillait. Donc assez rapidement, je ne dirais pas que les rapports s'inversent, mais très certainement qu'il y a un jeu d'aller-retour entre les deux, où c'est Desrochers qui encourage Dantin dans ses entreprises littéraires. Et ça, c'est assez formidable, hein? Il y a différentes œuvres de Dantin qu'il n'a pas pu publier pour le grand public. Donc, il y a toute une série de ce qu'il appelle ses chansons. Donc, il y a la chanson javanaise, la chanson citadine, la chanson intellectuelle, qu'il va publier sans nom d'auteur, je crois. En, je ne sais pas moi, 40 exemplaires qu'il envoyait à ses amis, souvent comme cadeau de Noël, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de publier quelque chose où il y avait un amour adultère ou quoi que ce soit de risqué, ça ne pouvait pas se faire à l'époque. Et Dantin devient de plus en plus communiste, enfin de croyance communiste. Il ne devient pas membre du Parti communiste, je crois pas. Enfin, j'ai essayé de vérifier. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on fait des vérifications pour les aliens, parce qu'il était alien aux États-Unis, il paraît que tout va bien. Donc je me dis, il ne devait pas avoir une carte de membre du Parti communiste. Mais bon, il était certainement sympathisant. Il a lu les socialistes. Il les cite, il les connaît, il les comprend, et aussi, il les transmet à ses interlocuteurs à travers sa correspondance, comme par exemple avec Alfred Desrochers, qui commence dans la correspondance en 1928 en bon capitaliste, et qui, à la suite de cette correspondance-là avec Dantin, veut fonder une feuille socialiste, après quelques années d'échanges ou de discours. Desrochers envoyait des livres à Dantin, mais Dantin aussi à Desrochers. Dans certains cas, Dantin, plus ça va dans les années 30, il a des affinités socialistes. C'est la crise, hein, c'est la Grande Dépression. Il a des préoccupations sociales. Il voit très bien qu'il y a toute une armée de chômeurs, de gens qui n'ont plus rien pour vivre. Il est préoccupé par ça. Lui-même vit dans des quartiers très modestes de Boston. Donc, il commence à s'intéresser pas mal à ces questions-là, qui intéressent Desrochers. Desrochers est très intéressé par les questions d'économie et de politique, et il accueille les vues de Dantin, mais disons qu'il est plus en réserve, il est sûrement plus conservateur sur le plan économique là, que Dantin, qui n'est pas un communiste, c'est pas un rouge, là, Dantin, mais il est quand même plus à gauche que Desrochers. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il fait son éducation à cette époque-là? Je pense que oui. Je pense qu'on peut aller jusqu'à dire ça. Donc, c'est plus large, le mentorat, que juste corriger tel ou tel vers et dire, bon, que cette rime est imparfaite dans telle strophe. Hein? Ça dépasse ça largement.
par une très, très grande liberté de pensée. Il aurait pu retourner vivre à Montréal, mais il n'en avait pas tellement le goût et c'était lié, entre autres, à la situation politique au Québec. Il ne voyait pas l'intérêt, finalement, de revenir habiter au Québec dans le contexte d'un gouvernement d'union nationale dirigé par Maurice Duplessis, alors qu'à la même époque, il vivait dans l'Amérique très, très libérale de Roosevelt. Et cette liberté de penser, c'est quelque chose qui est essentiel chez lui. Et ça lui permettait aussi de bien saisir tous les rouages de la vie littéraire de son époque, particulièrement au Québec, et tous les empêchements qui étaient imposés à l'émergence d'une littérature affranchie, finalement, des préceptes moraux, des interdits religieux. En 1929, Dantin a déjà commencé depuis quelque temps sa correspondance avec Alfred Desrochers. Il propose à Desrochers, à la fin du mois de décembre, comme cadeau, les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, et il lui envoie le volume. Desrochers lui réécrit quelques jours après en lui disant qu'il apprécie beaucoup ce geste, mais qu'en son âme et conscience, il ne peut pas accepter les Confessions parce qu'il croit que l'ouvrage est à l'index. Desrochers, qui pourtant se dit un esprit très libre, refuse le cadeau de Dantin. Dantin écrit alors, en réponse à Desrochers, l'une de ses plus longues et l'une de ses plus éloquentes lettres à propos de la censure et de la liberté. Une lettre de 8 pages, d'une écriture fine, et dans laquelle lettre il fustige la censure pour cette simple et seule raison qu'il dit « Comment peut-on devenir véritablement un écrivain en se privant de la moitié des chefs-d'œuvre de l'humanité? » Et là, il énumère tout ce que l'index interdit de lire. Et il dit « C'est impossible de devenir écrivain comme ça. » Et sa lettre, qui est toujours mesurée, parce que Dantin l'est toujours, se ressent assurément de cette frustration, de cette, presque parfois de cette colère devant cette fermeture de l'Église. Pour Dantin, le fait qu'il vivait aux États-Unis, qu'il vivait à Boston, ça n'occupait aucune place. Alors, il aurait pu être à Montréal, il aurait pu être à Saint-Ignace ou dans je ne sais pas quel petit bled perdu, ça n'aurait rien changé, théoriquement, à ce qu'il aurait écrit. Et d'ailleurs, il écrivait derrière des paravents de pseudonymes. On ne savait pas où il était, où il vivait, même qui il était, plus ou moins, sauf quelques personnes. Et donc, son ancrage américain était, pour ainsi dire, inexistant. Il n'avait aucune portée sur ce qu'il écrivait. Il était un Canadien français qui écrivait sur les Canadiens français. Le fait qu'il vivait aux États-Unis n'avait pas d'impact. Jusqu'à ce que, très tardivement, alors il lisait bien évidemment la littérature américaine, il lisait en anglais, il vivait en anglais aussi. Je dirais jusqu'à ce que ça le rattrape à la fin des années 30, où là, il va proposer à Jean-Charles Harvey, dans le Jour, de faire une chronique qu'il appelle « La vie américaine » et un autre qui est « Livre américain ». Et donc, dans sa chronique de vie américaine, il va parler de la politique un peu, justement, du New Deal, de Roosevelt. Il va s'aventurer sur des terrains un peu sociaux et politiques. Et ça va déplaire, à un moment donné, à certains sponsors du Jour. Puis là,
Dantin va se retirer, il va dire, bon, ben d'accord, si vous en voulez pas, ça va, mais il va continuer de faire des chroniques de livres américains. Et il va publier environ 140 chroniques sur des ouvrages américains, des ouvrages états-uniens qui paraissaient. Évidemment, il y en a qui sont sombrés dans l'oubli aujourd'hui, dans l'abîme du rêve, mais il y en a plusieurs autres, bien sûr, qui sont encore connus, mais surtout, Dantin fait connaître au Québec la littérature états-unienne. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va se trouver à faire des recensions de publications, par exemple, de Steinbeck, Les raisins de la colère, avant que ce soit traduit. Donc, tu as une recension de ça dans des quotidiens montréalais, alors que ça n'existe pas encore en version française. Alors ça, c'est une médiation que Dantin apporte aux lettres canadiennes françaises, qui est absolument formidable. Il faut dire qu'à l'époque, la ville de Boston était une ville, même si c'était une ville du Nord, c'était une ville qui était quand même caractérisée par le racisme. Il y avait beaucoup de racisme néanmoins à Boston. Les Noirs qui avaient fui la guerre civile, qui avaient fui les États du Sud, qui s'étaient retrouvés à Boston, naturellement, avaient trouvé là un espace de liberté, mais ils étaient quand même parfois ostracisés, marginalisés, de telle sorte qu'ils s'étaient regroupés dans certains quartiers, dont le quartier de Roxbury, qui regroupait environ 20 000 habitants. Et Louis Dantin s'est tourné vers cette communauté noire. C'était quelqu'un qui était, je pense, tellement ouvert à l'humanité, des gens que... bon, c'est pas quelqu'un qui était raciste du tout. Il a d'ailleurs noué des liens avec Haïti. Donc, Dantin, bon, c'est quelqu'un qui était comme porté tout naturellement vers la communauté noire de Roxbury. Tant et si bien d'ailleurs qu'il est lui-même devenu amoureux d'une Noire du nom de Fanny. Alors, ils sont devenus amants, amoureux pendant 2 ans, de 1922 à 1924, aller à des spectacles ensemble, voir des pièces de théâtre. Mais c'est une idylle qui était d'ailleurs pour Dantin la plus belle de toute sa vie, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui était la plus belle de toute sa vie parce que la plus partagée, la plus égale. C'est une idylle qui s'est terminée abruptement avec la mort de Fanny en 1924. Eu égard à l'importance de cet épisode-là dans sa vie. Dantin commence vers 1935 à peu près, donc une dizaine d'années après ces événements-là, un roman qui paraîtra de manière posthume, Les enfances de Fanny, et qui nous donne justement, et c'est certainement le meilleur témoignage dans ce sens-là, nous donne non seulement sa vie à peine cryptée avec Fanny, mais aussi une fresque, si on peut dire, de la vie des Noirs à Roxbury. D'ailleurs, un des sous-titres qui est dans le manuscrit, mais qui n'est pas dans le roman, c'est justement quelque chose comme « Scène de la vie des Noirs aux États-Unis ». Ce qui est intéressant dans Les enfances de Fanny, c'est que Louis Dantin se serait inspiré d'une espèce de mode qui existait à l'époque où on voit des écrivains de race blanche se mettre dans la peau des Noirs et écrire des romans qui se déroulent dans la communauté noire.
Et dans le contexte des lettres canadiennes, c'est un roman qui est tout à fait atypique. Hein? Un roman qui se déroule dans la communauté noire de Boston, là, ça n'a rien à voir avec la littérature de son temps. Alors, on pourrait dire des Enfances de Fanny que c'est un roman américain qui s'inspire à la fois du cadre de référence des États-Unis, mais aussi de la littérature américaine de son temps. Donc, c'est un roman américain, mais écrit en français. Et c'est tout à fait, c'est un objet très, très singulier que les Enfances de Fanny dans cette perspective-là. Et à l'époque, à Boston, bon, parler surtout des relations interraciales entre un homme blanc et une femme noire, c'était très mal vu. Et Dantin était conscient là, de cette difficulté. Je pense qu'il avait en tête la publication d'un roman qui s'appelait Strange Fruit, qui avait été censuré à Boston. Strange Fruit, c'est ces fruits étranges, c'est la dépouille des corps des Noirs qui ont été pendus à des arbres. Il y a une auteure américaine à l'époque qui avait été censurée comme ça pour avoir écrit un roman comme Strange Fruit. Alors, Louis Dantin était conscient de ça. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il avait pensé publier son roman à Port-au-Prince. Toujours est-il que le roman est resté inédit. C'est un cas d'autocensure, disons-le ainsi, patent chez Dantin. Il le dit très clairement dès les premières années où il commence la rédaction de ce roman en 1935, à peu près 35-36. Il le dit très clairement, je ne veux pas que ce roman soit publié de mon vivant. Il causerait un scandale et Dantin, si épris de liberté soit-il, est aussi horripilé par le fait de scandaliser. Il ne supporte pas ça. Il ne veut pas entrer là-dedans. Alors, son roman, il va l'écrire, va le transmettre à des amis, il va en faire lire des parties à Desrochers, va en faire lire des parties à Rosaire-Dion-Lévesque, mais il dit très clairement qu'il ne veut pas qu'il soit publié de son vivant. De toute façon, il n'a pas vraiment réussi à le terminer avant ses derniers jours. Alors, quelle que soit la raison, ça deviendra un roman posthume. D'ailleurs, Dantin, dans les dernières années, ou en tout cas la dernière année, était atteint de cécité. Et les derniers chapitres ont été dictés littéralement à son ami Rosaire-Dion-Lévesque, et qui, lui, va se charger, après ça, de la publication de ce roman aux éditions Chanteclair en 1951, donc 6 ans après la mort de Dantin. Je rappelle que Dantin et Nelligan se fréquentaient régulièrement au moment où Nelligan écrivait ses poèmes à la fin du 19e siècle. Il semble que Nelligan allait presque chaque jour rencontrer Dantin, sans doute au parloir des Pères du Très Saint-Sacrement. Et ils discutaient des poèmes. Dantin lui faisait des suggestions. Nelligan revenait le lendemain, avait réécrit certains poèmes. Bref, c'est clair qu'ils ont eu des relations suivies et étroites au moment de la création de ces poèmes. La correspondance entre Louis Dantin et Germain Beaulieu est très précieuse, non seulement en ce qui concerne la vie de Dantin avant son exil, etc., parce que c'est là qu'on a beaucoup de détails précieux qu'il raconte à Germain Beaulieu. Il va raconter des choses sur son rapport avec Nelligan. Et il va les raconter surtout vers 1938, quand a lieu ce qu'on appelle l'affaire Nelligan. C'est-à-dire que, à un moment donné, Claude-Henri Grignon, qui, à l'époque, publiait ses pamphlets de Val-d'Ombre, et donc qui avait pris le pseudonyme Val-d'Ombre, était arrivé à une époque où il devenait, semble-t-il, de plus en plus irascible, agressif, etc. Et il tapait sur tout le monde. Enfin, il arrivait à une époque où c'était quand même presque mieux d'être un ennemi de Grignon que d'être son ami. Il va, lui, selon sa méthode, il va fortement en disant que, en réalité, c'est
Dantin qui a écrit les poèmes de Nelligan, que Nelligan à peu près rien écrit. Ce qui est arrivé, c'est que il y a un critique français dans, je crois que c'est les Nouvelles littéraires en France, avait fait un texte sur la littérature canadienne qu'elle ne connaissait pas beaucoup, et elle a parlé surtout d'Émile Nelligan comme l'écrivain le plus important du XXe siècle. Grignon venait de publier, entre autres, son roman Un homme et son péché. Et en tout cas, il était furieux qu'on donne une telle importance à Nelligan et pas aux autres écrivains. Et donc, il a décidé, paraît-il, de taper sur Nelligan. Il a fait ce texte où il dit que Oliver Asselin, juste avant sa mort, lui a fait comprendre qu'il y avait un secret et que finalement, il allait lui donner des preuves plus tard, mais que finalement, un autre personne était responsable de la poésie de Nelligan. Alors, je lis. « C'est dommage que ce pauvre Asselin soit mort, car il était sur le point d'écrire l'histoire authentique des fameux poèmes du trop fameux poète. Il paraît que ces plus beaux vers ne sont pas de lui, mais d'un certain typographe, bohème, ivrogne à ses heures, poète aux heures des autres, et malheureusement mort depuis. Ce compositeur de génie, c'est le cas de le dire, refaisait les vers de Nelligan, et Nelligan, qui était fou, les signait et croyait qu'ils étaient de lui. Ces drames-là arrivent, et ils se produisent plus souvent qu'on ne le croit. Alors, vous pouvez imaginer l'effet d'un tel passage. Et c'est Beaulieu qui a réagi en écrivant à Dantin en disant « Mais est-ce que vous avez vu cet article? Mais c'est absolument épouvantable. Cet enfant de génie, etc. Comment est-ce qu'on peut dire ça de lui? Il ne peut pas répondre, etc. etc. » Et Dantin répond. Alors, toute une série de lettres qui vont du 14 avril jusqu'au 12 juillet 1938. Il y en a 15 lettres en tout, où il sera question justement de ces accusations de Grignon, et Dantin réagit. Mais il me revient maintenant que le typographe, ce doit être moi-même. Typographe, c'est bien ça. Bohème, ça pouvait être ça, ça pourrait être ça. Pas ivrogne, par exemple. Mais ceci, c'est une simple fioriture gracieuse et bien grignonesque. Pas mort non plus, mais pas très loin de l'être. Et puis, poète aux heures des autres, ce qui ne veut absolument rien dire, mais fournit pourtant un indice. Voilà, je vous dis, mon portrait. Ainsi, Nelligan signait mes poèmes, étant fou, et croyant qu'ils étaient de lui. Croyez-vous vraiment, cher ami, qu'il soit utile de relever une insanité pareille? Cela dit, jusqu'à quel point Dantin est-il intervenu dans la poésie de Nelligan? Voilà la question qui, finalement, aura traversé un siècle. Mais peut-être pas chaque année, mais a traversé un siècle. Déjà, il y a un mot dans les fonds des Pères du Très Saint-Sacrement d'un des contemporains de Dantin. Et ce petit mot dit ce qui suit en substance. La part de Dantin dans la poésie de Nelligan est beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait croire. Mais il termine quand même sa note en disant « Cependant, je suis convaincu qu'il ne s'est jamais substitué à lui. » Et plus récemment, dans Le naufragé du vaisseau d'or, une spécialiste de Dantin-Nelligan allègue pendant 400 pages au moins que effectivement c'est Dantin qui est vraiment l'auteur des poèmes de Nelligan et qu'à toute fait utile, on pourrait enlever Nelligan des histoires littéraires. L'œuvre est restée absolument la sienne. Et là, il souligne, il saute aux yeux qu'elle n'est pas de moi, car elle n'exhibe ni mon style, ni ma conception de la vie. Et ça, je crois que c'est très important, parce que justement, c'est le cas
Pour quelqu'un qui connaît la poésie de Nelligan, c'est deux univers complètement différents. Il n'y a rien à voir, c'est une sensibilité tout à fait différente, c'est une technique tout à fait différente, c'est une imagination différente, c'est une vision du monde différente. J'ai vraiment peine à croire que Dantin ait pu se substituer à Nelligan, pour deux raisons. La première, c'est la poésie même de Nelligan. C'est une poésie d'adolescent. C'est une poésie qui n'a rien à voir avec celle de Dantin. D'ailleurs, qui est beaucoup meilleure que celle de Dantin, de toute façon. Les poèmes de Dantin, à mon avis, si on disons mutatis mutandis, là, les poèmes de Dantin sont à peine à la cheville de ceux de Nelligan. La première raison, donc, c'est une poésie d'adolescent. Et Dantin n'est pas un adolescent à ce moment-là. Il est beaucoup plus âgé que Nelligan, qui lui a 17-18 ans. La deuxième raison, et qu'on pourrait formuler ainsi, faut-il croire l'auteur? La deuxième raison, c'est que Dantin, lui aussi, toute sa vie a nié ça. Il a nié ce fait-là. Quand Grignon l'a accusé d'être Nelligan, dans sa correspondance, et il dit clairement à ses amis, parce que lui s'en mêle pas, ce sont ses amis qui prennent sa défense, il dit clairement à ses amis, dont Germain Beaulieu, qui est son ami intime, à qui il ne mentirait pas, je crois. Il dit clairement à Germain Beaulieu que tout cela n'a aucun sens, qu'il a revu minimalement les textes de Nelligan, mais qu'il ne s'est pas substitué à lui. Faut-il croire l'auteur? Faut-il croire l'auteur? Gabriel Nadeau, son légataire, voyant Dantin vieillir, faiblir, en 1942, 3 ans avant sa mort, lui écrit pour lui dire « Pouvez-vous une fois pour toutes me dire si c'est vous qui avez écrit les poèmes de Nelligan? » Et Dantin revient avec la même réponse. C'est une absurdité. C'est une absurdité. Je n'ai jamais écrit ces poèmes-là. Je les ai tout au plus corrigés. Alors, quelle raison Dantin aurait-il eu de mentir à son meilleur ami Germain Beaulieu, de mentir à son homme de confiance et ami, futur légataire? Quelle raison aurait-il eu de mentir? Je n'en trouve aucune. Donc, j'ai tendance à croire que Nelligan est Nelligan, Dantin est Dantin. Il encourageait, en prêtre défroqueur, il encourageait beaucoup la liberté de penser et aussi le décloisonnement. Lorsqu'il va encourager les jeunes auteurs à aller se former à Paris, à aller goûter ce climat intellectuel-là qu'on ne retrouve pas du tout au Canada français à cette époque-là. Il fournit beaucoup d'éléments qui sont des éléments excentrique au sens qui n'est pas dans le centre, mais il amène des éléments au centre, des éléments de sens au centre. Et de ce point de vue-là, il est absolument une figure incontournable. Dantin était un personnage très pacifique, ne voulait pas avoir des arguments avec qui que ce soit, etc. Il a défroqué, mais il ne voulait pas faire de bruit. Il ne voulait jamais avoir d'arguments, mais il avait aussi des convictions. Il faut se méfier des œuvres de Dantin, parce qu'elles semblent parfois très simples, voire transparentes. Je pense par exemple à son conte de Noël, où c'est un Père Noël qui devient un arnaqueur, un voleur. Ça, c'est un conte des années 30. Lire ces contes-là, de cette manière-là, nous amène probablement toute une lecture du capitalisme. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a toujours ou souvent quelque chose un peu crypté dans les œuvres de Dantin. Il préfigure un peu l'évolution à venir de plusieurs écrivains québécois qui vont avoir tendance à se détourner de la culture littéraire française, sans la perte de vue entièrement, mais à se détourner de cette culture-là pour essayer de trouver une autre culture de référence. C'est en cela que le parcours personnel de Louis Dantin est symptomatique
d'un phénomène beaucoup plus large qui va aller en s'amplifiant au cours des décennies qui vont suivre. Donc, Louis Dantin, c'est un peu comme, on peut le voir comme une espèce de sismographe de notre évolution collective. Et donc, c'est une figure éminemment moderne aussi. C'est quelqu'un qui annonce finalement tous les développements à venir de la société, de la culture québécoise, des individus qui la composent. Tout est chez Dantin déjà, tout est en germe. Quand on étudie bien tout ce parcours de Louis Dantin, qui retrouve-t-on? On se retrouve nous-mêmes.